House of Guinness sur Netflix, c'est une sorte de mélange de Peaky Blinders et Succession, mais version un peu light. Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on s'attaque à House of Guinness, la nouvelle grosse production Netflix pilotée par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Et forcément quand on entend ce nom, eh bien les attentes grimpent tout de suite. On s'imagine une fresque sombre, stylée, avec des personnages charismatiques et une mise en scène percutante. Après avoir transformé Birmingham en terrain de jeu de gangsters, eh bien Knight s'attaque ici cette fois à la dynastie des Guinness, cette famille mythique dont le nom évoque encore aujourd'hui une des bières les plus célèbres du monde. Le projet était donc ambitieux, croiser la grande histoire de l'Irlande avec un soap familial et nous plonger dans les coulisses d'un empire brassicole devenu légende. Netflix a d'ailleurs clairement vendu la série comme un mélange entre Succession et Peaky Blinders, histoire de surfer sur deux énormes succès récents et d'attirer à la fois les amateurs de drames historiques et les fans de séries un peu plus modernes. Le pitch, quant à lui, est plutôt simple évidemment. Nous sommes à Dublin, en 1868, Sir Benjamin Guinness meurt, laissant derrière lui un empire colossal et 4 héritiers. Arthur, Edward, Annie et Benjamin. Ils doivent se partager le pouvoir, mais chacun évidemment a ses ambitions, ses secrets et ses démons. Entre intrigues politiques, romances impossibles et affrontements familiaux, eh bien la bière n'est finalement que le décor d'un drame humain où tous les coups sont permis. Eh bien, chers frères, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour pleurer la mort d'un homme qui a offert la paix et la prospérité aux gens de Dublin. Et bien entendu, nos pensées et nos prières accompagnent avant tout les 4 enfants de Sir Benjamin Lee Guinness. House of Guinness n'arrive pas de nulle part. Aux commandes, on retrouve donc, comme on le disait, Steven Knight, déjà responsable du phénomène Peaky Blinders et qui a fait de son style une véritable marque de fabrique. Ralenti, images saturées de fumée, dialogues tranchants et musique percutante, moderne, plaquée sur une époque révolue. Autant dire que beaucoup espéraient un Peaky Blinders version Irlande et Dublin. Pour porter cette nouvelle fresque, eh bien Netflix s'est offert un casting particulièrement riche. On a James Norton qui campe ici Sean Rafferty, personnage fictionnel mais central, une sorte d'homme de main brutal et charismatique qui sert de moteur dramatique à certaines des intrigues. Et puis on a aussi bien entendu Anthony Boyle qui lui incarne Arthur Guinness, flamboyant, ambitieux, mais prisonnier de son époque et de sa sexualité réprimée. À ses côtés, Louis Partridge joue Edward, l'autre frère, plus froid, plus calculateur, et pris dans un dilemme entre son ascension politique et ses amours contrariés. Anne, la sœur laissée un peu dans l'ombre, est incarnée ici par Charlie Murphy, qu'on a déjà vu notamment briller dans Peaky Blinders ou encore Happy Valley. Et enfin, Jack Gleeson ici, qu'on n'a pas oublié dans la peau du sadique Joffrey de Game of Thrones, apporte ici une touche acide en bâtard arriviste, cynique et imprévisible. Décidément, il a toujours le beau rôle. La production s'est tournée quant à elle en grande partie en Angleterre, notamment à Liverpool et Manchester, pour recréer le Dublin du 19e siècle, la capitale ayant trop changé depuis. Un choix qui peut surprendre, mais qui illustre bien l'ambition de Netflix, proposer un drame historique calibré pour l'international qui puisse séduire autant en Europe qu'aux États-Unis. Je sous-signais, Sir Benjamin Lee Guinness, lègue l'ensemble des affaires relatives à la brasserie susmentionnée à mes fils Edward et Arthur conjointement et à parts égales. Il me paraît plus raisonnable de ne pas faire peser sur Benjamin et Anne les tentations que la richesse engendre. Ce qui m'a frappé dès le premier épisode, eh bien, c'est le choix esthétique assumé. House of Guinness reprend à plein régime la recette visuelle de Steven Knight. Les ralentis, les fumées omniprésentes, les cadrages qui cherchent à transformer chaque entrée de personnage en apparition quasi mythologique et surtout la musique moderne plaquée sur le décor du 19e siècle. On sent la volonté de donner un souffle rock'n'roll à cette fresque historique exactement comme l'avait fait et très bien fait Peaky Blinders. Sauf qu'ici, eh bien là, je trouve que le mélange ne prend pas de la même manière à mon sens. Là où la bande son
vision anachronique servait à donner une identité unique au Shelby, ici elle paraît un peu artificielle. Entendre du rock irlandais ou même du rap contemporain sur des bals victoriens, au lieu de créer un pont entre passé et présent, eh bien ça casse plutôt l'immersion. Et puis on sort du récit pour se dire que finalement tout ça vaudra qu'une playlist Spotify entre guillemets. Visuellement, c'est indéniablement séduisant. Les dorures des salons, les escaliers monumentaux, les reflets de lumière sur les tonneaux et ces ruelles trempées qui sentent presque la bière renversée, Netflix clairement a mis les moyens et ça se voit. Mais au-delà du vernis, on sent parfois une mise en scène qui se regarde un peu trop elle-même, comme une espèce de spot publicitaire pour Guinness. C'est beau, c'est soigné, c'est léché, mais sans le grain de folie ou la brutalité qui marquait Peaky Blinders, eh bien ça manque un peu. Le style suffit à lui-même au détriment un peu de la profondeur. Parlons maintenant de nos personnages. Le cœur de la série est occupé évidemment par la fratrie Guinness, avec Arthur, Edward, Annie et Benjamin. Sur le papier, ça avait tout pour devenir une saga familiale explosive, un peu à la Succession. Arthur, dandy flamboyant mais prisonnier d'une sexualité interdite à cette époque, incarne la tension entre façade et désir. Edward, plus froid, stratège, ambitieux, est tiraillé entre ses amours et sa carrière politique. Annie, la sœur, est reléguée à la marge, frustrée de ne pas avoir voix au chapitre. Et enfin, Benjamin est le cadet à la traîne, souvent réduit au rôle de figurant comique. Ajoutez à ça Shane Rafferty, donc, homme de main fictif, interprété par James Norton et Jack Gleeson en bâtard cynique, et vous obtenez une galerie de personnages riches en potentiel. Sauf que voilà, si les acteurs sont bons, l'écriture ne donne pas toujours la matière nécessaire. Les personnages ressemblent souvent à des archétypes plus qu'à des êtres de chair et de sang. Le flamboyant, l'ambitieux, la frustrée, le raté, chacun a son étiquette et la série peine à dépasser ses clichés. Résultat, on observe leurs conflits, mais on ne s'attache jamais vraiment. Contrairement à Succession, dont je parlais tout à l'heure, où chaque héritier, aussi détestable soit-il, parvenait à nous captiver, ici personne ne devient réellement le centre émotionnel du récit. On picore les intrigues, mais on ne suit pas vraiment une figure magnétique. Même Rafferty, qui est l'acteur qui m'a le plus convaincu, ressemble ici davantage à un outil scénaristique qu'à un personnage complexe. C'est frustrant parce qu'on sent bien que tous les comédiens donnent tout. Anthony Boyle est habité, Louis Partridge trouve le ton juste et Charlie Murphy apporte une intensité contenue. Jack Gleeson, quant à lui, nous régale dans son rôle encore une fois détestable. Mais sans cette écriture un peu plus nuancée que je souhaitais, ça reste une galerie de personnages plutôt figés. Le spectateur reste spectateur justement, et il n'arrive ni à se projeter, ni dans un personnage, ni dans l'autre. Là où la série va perdre beaucoup de points à mon sens, c'est dans son rapport à l'histoire. Et personnellement, ça me touche. Elle se présente comme une histoire inspirée de faits réels, mais elle prend des libertés énormes en réalité. Certaines romances sont inventées de toutes pièces, comme la liaison supposée entre Anne et Rafferty. Des personnages entiers, comme ce même Rafferty, n'ont jamais existé, et des événements historiques sont même compressés, réarrangés ou même transposés d'un personnage à un autre pour amplifier les faits dramatiques. Et le nationalisme irlandais, lui aussi, les feignants notamment, sont réduits à des clichés visuels, comme si leur complexité politique se résumait à quelques costumes sombres et slogans martelés. Alors évidemment, toute série historique doit être dramatisée, mais le problème ici, c'est que cette dramatisation ne révèle pas une vérité plus grande. Elle est simplifiée, trop simplifiée. Les Guinness deviennent des caricatures de riches modernes, l'histoire irlandaise se transforme en décor vaguement rebelle, et les tensions religieuses ou sociales se résument à quelques scènes chocs sans réellement être mises en avant et expliquées. Pour un spectateur qui aime l'histoire, ça crée un décalage constant. On passe plus de temps à repérer ce qui a été bricolé qu'à s'immerger réellement dans le récit, et au final, l'étiquette inspirée de faits réels ressemble plus à un argument marketing qu'à une réelle promesse de fresque historique. C'est d'autant plus problématique que je viens de voir Chief of War sur Apple TV, qui quant à elle était beaucoup plus raccord avec l'histoire qu'on sait des îles d'Hawaï par exemple. Sur le premier épisode, la série en met plein la vue. Héritage à régler, rivalité, romance, lutte de pouvoir, tout est posé. On se dit qu'on tient une saga prenante. Mais très vite, la mécanique se répète. Intrigue amoureuse contrariée, trahison familiale, manœuvre politique, puis retour à la case départ. Le soap prend le dessus et l'effet addictif du début se dilue. Des sauts temporels mal négociés accentuent encore cette impression de récit décousu en quelque sorte.
Le plus gros manque à mon sens reste l'absence d'un pivot central. Là où Tommy Shelby portait Peaky Blinders et où Logan Roy donnait une gravité unique à Succession, ici personne ne fédère vraiment le récit. La série mise sur le collectif mais sans ancrage émotionnel fort. On finit par regarder l'ensemble avec distance. Résultat, ça se regarde, sans peine, c'est divertissant, mais ça laisse peu de traces une fois l'écran éteint. Et c'est bien le problème, House of Guinness ressemble trop à d'autres séries, mais toujours en version plutôt light. Moins intense par exemple que Peaky Blinders, moins corrosif que Succession, et moins crédible qu'un vrai drame historique. Elle se consomme en quelque sorte comme une pinte fraîche pour rester dans le thème, elle est agréable sur le moment, mais on l'oublie vite une fois consommée. Comment me trouvez-vous? Et la tâche risque d'être plus ardue. Qu'importe que la chaîne soit solide si elle a un maillon faible. Et des maillons faibles, il y en a parmi nous, je le sais. Spes mea in Deo. Notre espoir est dans l'amour. House of Guinness avait tout pour brasser une grande fresque. Un créateur reconnu, un casting relativement solide et un univers historique passionnant. Mais au final, la série ressemble plus à une mousse éphémère qu'à une vraie bière de garde. C'est joli, ça s'avale facilement, mais ça manque un peu de corps. Entre une mise en scène qui privilégie l'effet de style sur la profondeur, des personnages archétypaux qu'on peine à suivre avec passion et une histoire largement réécrite pour faire du spectacle, eh bien le résultat reste plaisant, mais sans saveur durable. J'ai passé un moment correct, je ne vais pas dire le contraire, mais face à ces modèles évidents, Succession donc pour la guerre de succession familiale et Peaky Blinders pour le style clinquant de House of Guinness, eh bien clairement ça joue pas dans la même cour ou dans la même ligue. C'est sympa à binge-watcher, mais je l'oublierai vite, comme à peu près tout ce que j'ai vu ces derniers temps sur Netflix, à l'exception notable d'Adolescence ou encore de À l'aube de l'Amérique. Voilà, c'était mon avis sur House of Guinness. Dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez trouvé cette série un peu trop mousseuse pour être vraiment marquante ou au contraire, est-ce que vous l'avez savourée comme une bonne pinte bien fraîche? Dites-moi tout. En attendant, si cette critique vous a plu, eh bien servez-vous un petit abonnement, activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout, consommez Netflix avec modération. Ciao.